Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial du Curbside Chat pour vous parler spécifiquement des développements récents au niveau de la loi 29. Je suis certain que vous en avez entendu parler. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2023, alors c'est tout à fait récent et vous allez continuer à avoir d'autres changements, je suis sûr, dans les semaines et dans les mois à suivre. Et avant de présenter mes invités qui vont venir discuter de la loi 29, je voudrais prendre l'opportunité également de remercier tous nos commanditaires à l'AIA Canada qui continuent à nous supporter pour nous permettre de continuer de produire des webinaires de qualité. Alors, sans attendre, je vais vous présenter nos invités pour aujourd'hui. David Boudouel-Lefebvre. Bonjour, David. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et Elisabeth Lambert. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Jean-François. Bonjour, merci encore de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, écoutez, on commence tout de suite. Pour mettre un petit peu en contexte, David, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu c'est quoi ton engagement, ta relation et ton rôle avec l'AIA Canada. Bien, merci beaucoup Jean-François. Donc, nous, on a notre propre firme en affaires publiques, affaires gouvernementales. On aide principalement des associations nationales des entreprises du Canada anglais qui font du travail en lobbying, en affaires gouvernementales au Québec. Et à ce chapitre-là, on travaille avec l'AIA Canada depuis le début du mois de janvier 2021. Donc, on va pouvoir voir aussi au fil de la présentation aujourd'hui comment c'est un travail de longue haleine qu'a mené au succès récent qu'on a eu en matière d'affaires gouvernementales au Québec pour l'AIA Canada et ses membres. Merci beaucoup. Elisabeth aussi, nous donne peut-être une petite introduction sur ton rôle dans l'industrie et avec l'AIA Canada. Merci Jean-François. Moi, en fait, je suis copropriétaire d'un magasin de pièces dans la région de Joliette. Je m'implique depuis 2018 avec l'AIA dans divers dossiers, la relève, les relations gouvernementales et beaucoup d'autres choses, la formation pour n'en nommer que quelques-uns. Dans les derniers mois, dans les dernières années, on a travaillé très fort. J'ai travaillé très fort en compagnie de l'équipe de l'AIA pour faire avancer le dossier du droit à la réparation dont on va parler aujourd'hui. Excellent. Bien, merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, on parle encore une fois de la loi 29. David, si tu peux me donner un petit peu là, une mise en situation à bien comprendre comment est-ce qu'on s'est rendu à la loi 29? Effectivement, étant donné que le droit à la réparation, l'accès aux données pour la réparation est une demande de longue date, une préoccupation de longue date du côté de l'AIA Canada puis de l'ensemble du marché secondaire, on a commencé à remarquer dans certains États américains, certains pays européens, à l'étranger, que cette notion-là de droit à la réparation pour les biens, que ce soit les téléphones cellulaires, les applications, les électroménagers, commençait à être de plus en plus populaire. Et l'idée a été de dire, mais si c'est bon pour des biens d'une valeur de 500 $ ou de 1 000 $, c'est certain que les véhicules, les voitures à 60 70 000 $ dans certains cas, devraient être incluses là-dedans dans le concept de droit à la réparation. Et le Québec, à travers l'Office de protection du consommateur, est souvent à l'avant-garde de toutes les questions de protection des consommateurs et tout ça. Donc, l'idée est venue de discuter avec eux de la question de l'accès aux données pour la réparation, pour l'entretien des véhicules, que ce soit de différents problèmes de véhicules, que ce soit la carrosserie ou quoi que ce soit. Et il y a des députés au Québec qui ont commencé à déposer des projets de loi sur l'obsolescence programmée et le droit à la réparation. Et l'AIA Canada s'est dit, il faut appuyer ces projets de loi-là, mais il faut aller plus loin. Il faut travailler avec le gouvernement du Québec pour avoir un projet de loi qui garantit le droit à la réparation et l'accès aux données, et que ce soit un projet de loi du gouvernement, donc un projet de loi qui va être appelé, qui va être travaillé, qui va être voté par les parlementaires et qui va avoir une chance d'être adopté. Et je dirais que, moi, mon engagement avec l'AIA, ça fait un peu plus que 2 ans et demi. Dès le départ, on a commencé à travailler, faire des rencontres avec des élus pour semer un peu ce qu'on voulait récolter plus tard, c'est-à-dire leur faire connaître nos ambitions, leur expliquer pourquoi les véhicules doivent être inclus dans le concept de droit à la réparation. Et c'est un peu comme ça qu'on a travaillé et qu'on a réussi à obtenir le projet de loi 29 et à ce qu'il soit voté par l'Assemblée nationale au mois de septembre, au début d'octobre de cette année. C'est intéressant. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas arrivé directement à la loi 29, donc beaucoup de travail en arrière-plan. Elisabeth, je le sais, tu as participé avec beaucoup de rencontres, rencontrer des députés, des gens du gouvernement là, en amont de la loi 29, c'est bien ça?
Oui, en effet, comme David l'a mentionné, c'était un travail qui s'est échelonné sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, on a fait de nombreuses rencontres avec des députés, mais également des gens qui travaillent auprès des bureaux des ministres pour les conscientiser, les sensibiliser, les mettre au courant des enjeux. Faut pas oublier que notre industrie au Québec, c'est une grosse industrie. On est au-dessus de 100 000 personnes qui travaillent dans cette industrie-là. Donc, ça a un impact direct sur de nombreux emplois, de nombreuses PME. On a fait de nombreuses rencontres qui ont mené au dépôt du projet de loi 29. Oui, ça a été un travail échelonné sur de longs mois et de longues années. Oui. Et donc, finalement, le ministre de la Justice là, a présenté le projet de loi 29. Peut-être, David, les grands éléments importants de la fameuse loi 29 qui a été présentée là, par le ministre de la Justice pour nous mettre en contexte. Oui, effectivement, le ministre Jolin Barrette, Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, dès le départ, était réceptif à entendre les arguments de divers groupes. Quand ils ont dit, OK, nous, on va le prendre à bras-le-corps, il y a des députés qui ont présenté des projets de loi indépendants. Nous, on veut que ce soit un projet de loi du gouvernement sur l'obsolescence programmée, le droit à la réparation. Donc, je dirais que la première étape, ça a été de s'assurer, au nom des membres de l'AIA Canada, en travaillant avec la Division du Québec, que les véhicules individuels, là, qu'on appelle véhicules de promenade dans certains cas, soient inclus dans le projet de loi. Donc, je dirais que la première chose, contrairement à certaines autres juridictions, les véhicules ont été inclus dans le projet de loi. Donc, ça a été déjà une grosse victoire. Et par la suite, c'était de voir que ce soit un vrai droit à la réparation, c'est-à-dire un droit d'accès aux données, que le propriétaire du véhicule puisse décider de partager avec le réparateur de son choix, qui peut être un concessionnaire, mais qui peut surtout être aussi un atelier indépendant, de manière à être capable de partager ces données-là qui permettent la réparation du véhicule ou une partie de l'entretien du véhicule. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans ce projet de loi-là. Je dirais que les deux notions les plus importantes, les véhicules sont là, et ça a été une grosse victoire, beaucoup de travail de l'AIA. Et la deuxième chose aussi, que ce soit opérationnel, dans le sens où c'est bien beau avoir un droit à la réparation, mais encore faut-il que ça soit indiqué. Dans ce cas-ci, c'est indiqué dans la loi que ça devra se faire à un coût raisonnable, que ça devra se faire avec une technologie qui est lisible, c'est-à-dire que les ateliers vont vraiment avoir accès à ce qu'ils ont besoin pour faire la réparation. Donc, je dirais que pour les membres, c'est probablement les deux aspects pour l'instant au niveau de la loi qui sont les plus importants et qui sont les dossiers porteurs que l'AIA Canada a réussi à amener jusqu'au bout. Oui. Effectivement, on a vu l'annonce là, en commission parlementaire ou en conférence de presse du ministre et puis directement parler là, de l'importance pour les Québécois d'être capables de faire le choix où ils font faire l'entretien de leur véhicule. Alors, c'est une belle victoire là, mais il y a un processus dans la loi. Et donc, l'étape suivante, c'était les discussions en commission parlementaire. Je sais que, Elisabeth et moi-même, on a participé là, activement à ces représentations-là. Mais David, en amont de ça, on a préparé aussi une soumission à la commission parlementaire là, pour l'étude du projet de loi. C'est bien ça? Oui, il y a un document là, qui a été préparé parce qu'évidemment, quand on se présente en commission parlementaire pour discuter du projet de loi avec les députés, on envoie toujours des commentaires par écrit ça nourrit la discussion, on voit eux peuvent poser leurs questions à partir de ça aussi. Et le document a été préparé avec l'AIA Canada, mais aussi en étroite collaboration avec la Division du Québec pour présenter les arguments, pour être capable de convaincre le gouvernement. Et ce document-là, vous pouvez le trouver sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. C'est un document qui est public, qui représente une partie de la contribution de l'AIA Canada au développement du projet de loi 29. Donc, c'est quelque chose que les gens peuvent consulter sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis, Elisabeth, une expérience unique. Je sais, on a eu l'occasion de le faire ensemble. Puis merci, David, pour ton support lorsqu'on était à l'Assemblée nationale à Québec. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là, Elisabeth, puis du message qu'on t'allait livrer, là, et puis de ce qu'on a entendu de la part des élus. D'entrée de jeu, je tiens aussi à remercier David et son équipe pour la préparation qui a été faite avant qu'on se présente en commission parlementaire. C'était hyper important d'être bien préparé. On est arrivé là, on savait ce qu'on avait à présenter devant les gens qui étaient devant nous. Donc, on avait plusieurs élus qui étaient devant nous. On a pu présenter
tous les défis auxquels l'industrie faisait face, mais aussi un portrait. Je pense que c'est super important qu'on présente qu'est-ce que ça représente au Québec, l'industrie secondaire de l'automobile. Donc, on a fait ça, on a présenté les enjeux, on a présenté aussi ce qui se faisait ailleurs, puis on a présenté comment le projet de loi 29 pouvait être bénéfique pour au-dessus de 100 000 personnes au Québec. On a eu des questions super intéressantes de la part de tous les gens qui étaient alentour de la table, là, de tous les partis qui étaient présents. On a eu des super bonnes questions. Je pense que les élus, les députés qui étaient présents ont eu vraiment conscience, étaient vraiment conscients de comment c'était important pour notre industrie, pour les gens au Québec, d'avoir le choix, que le projet de loi 29, c'était vraiment une étape importante, un pilier pour l'avenir au niveau de l'industrie du marché secondaire. Donc, ça a été une expérience extraordinaire, une réception extraordinaire aussi qui a mené à un vote de cette loi-là. Puis, comme on va pouvoir en parler par la suite, le vote a été unanime. Donc, je crois que l'opinion était vraiment a été très bien reçue de la part de la commission parlementaire auquel on a pu participer, moi et toi, Jean-François. Absolument. Quelle belle expérience. Bravo, Elisabeth. Des beaux témoignages. Alors, David, le projet de loi, évidemment, c'était bien reçu. Il y a eu quelques petits changements en commission parlementaire, mais le projet de loi, comme Elisabeth le disait, a été adopté à l'unanimité. Ton point de vue, le son de cloche de ce qu'on a entendu après notre commission parlementaire, on a un petit peu de couverture médiatique aussi lié à ça, là. Oui, effectivement. C'est toujours un travail en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a le travail de présentation devant les députés, présenter nos arguments, faire aboutir le projet de loi, ça, c'est une chose. Mais évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement dans une tour d'ivoire ou en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a l'opinion publique qui est importante aussi. Et dans le dossier du droit à la réparation, c'est un dossier qui est bien parce que l'opinion publique, les consommateurs, les gens qui ont de la difficulté avec l'inflation, qui ont beaucoup de paiements et tout ça, sont de notre côté. Donc, le travail dans ce cas-ci, c'était que l'opinion publique voit ce que l'AIA Canada fait, soit sensibilisée à ce qui se passe en commission parlementaire, par rapport au projet de loi à l'étude et qu'il n'y a pas de tentation de la part des élus de dire « Ah ben c'est pas si important que ça, on peut revenir en arrière, on doit écouter les arguments d'autres groupes, leur donner beaucoup de poids pour essayer d'équilibrer les choses. » Donc, Jean-François, on a réalisé des entrevues, tu as fait plusieurs entrevues, on est allé au 98.5, on a eu une exclusivité dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Je pense que tu as fait des entrevues avec la presse aussi. Tu es passé à l'émission de Mario Dumont à TVA et LCN. Donc, il y a eu une belle couverture médiatique et le travail aussi, c'est de faire un peu la tapisserie en arrière pour préparer notre présentation. Donc, quand on est arrivé à la commission parlementaire, les élus, les députés avaient déjà eu dans leur revue de presse, avaient entendu parler de ce qu'on avait fait. Donc, c'est quelque chose qui montre un sérieux, qui montre une crédibilité et qui, dans ce cas-ci, a aussi aidé auprès de l'opinion publique à populariser les mesures qu'on voulait entendre et qu'on voulait voir dans le projet de loi 29. Et ça fait partie du travail. Donc, il y a du travail souterrain, du travail de rencontre des élus et tout ça. Mais il y a aussi la vision publique du travail, donc le travail dans les médias et la commission parlementaire. Oui. Elisabeth, je crois que tu as eu beaucoup de sons de cloche. Je crois que tu as reçu beaucoup de commentaires positifs de la part là, des membres de la division, mais aussi là, des gens dans notre industrie qui n'étaient pas directement engagés avec l'AIA. Je pense que tu as eu beaucoup de bons soins, du feedback qui était très intéressant là, suite à tout ça, je pense. Oui, en effet, les gens dans notre industrie qui ont vu ça arriver, honnêtement, je crois qu'ils n'étaient pas tant conscients pour la plupart de ce qui avait tout été fait en amont, le travail qui avait été fait, mais ça a été reçu avec énormément de positivisme et les gens étaient contents de voir qu'il y avait un pas qui était fait en avant. Puis aussi, dans mon entourage, dans l'entourage des gens autour de moi, les consommateurs étaient aussi contents d'entendre ça, de voir qu'il y avait des pas qui étaient faits, qu'il y avait des actions qui étaient prises pour que leur choix, le droit de choisir puisse continuer à être là. Il y en a beaucoup qui nous disent moi mon atelier indépendant là j'y tiens, donc c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Les gens qui sont impliqués avec la division étaient ultra contents, des gens qui ne sont pas nécessairement des bénévoles impliqués sont également contents. Ça assure
dans les années futures on puisse continuer d'avoir nos entreprises, de continuer de pouvoir employer des gens, de pouvoir continuer à offrir des services. Ça nous assure une certaine pérennité là, avec ce projet de loi-là. Absolument. Alors, le projet de loi est adopté. David, est-ce que ça veut dire que son application est maintenant? Explique un petit peu pour les gens. C'est quoi le processus suivant après l'adoption de la loi et ça va être quoi les prochaines étapes? C'est un aspect important parce que quand l'Assemblée nationale vote une loi, c'est pas il y a des choses qui sont clairement définies, il y a des choses qui restent à définir. Donc, la loi est un peu un cadre à l'intérieur duquel les entreprises vont pouvoir ou vont devoir opérer à partir d'une certaine date. Donc, il y a certaines mesures qui sont en vigueur maintenant. Il y a certaines mesures du projet de loi qui vont être en vigueur seulement en 2025. Donc, c'est une application qui est progressive. Et la prochaine étape, c'est de travailler à un dépôt de règlement. Donc, le règlement qui va venir préciser comment la loi va être appliquée. Donc, un exemple simple. Donc, la loi dit les propriétaires de véhicules peuvent transmettre donner le droit d'utiliser leurs données de véhicules aux réparateurs de leur choix, mais maintenant, c'est de voir comment ça va se faire, à quel coût ça va se faire, selon quel processus, ça va être quoi la mécanique pour faire ça. Donc, je dirais que la loi nous donne le bon cadre. Maintenant, il s'agit d'aller discuter et de négocier la bonne manière dont ces mesures-là vont être appliquées concrètement sur le terrain. Et puis, c'est là que c'est important d'avoir une bonne division du Québec, une division du Québec qui est forte, parce que c'est vraiment à cette étape-ci qu'on va avoir besoin des exemples précis, des exemples concrets. Comment ça se passe dans un atelier? Comment ça se passe dans un garage? Comment ça se remplace un pare-brise? Comment ça se remplace une pièce de carrosserie? Et c'est quoi le vrai besoin, la chaîne de besoin d'avoir accès à ces données-là? Donc, comment ça se fait de l'étape A à l'étape B, à l'étape C jusqu'à l'étape Z, s'il faut, pour être capable d'avoir une réglementation qui est opérante et qui permet aux entreprises et aux gens qui sont membres de l'AIA Canada d'être vraiment capables de bénéficier au maximum de ce droit à la réparation. Et c'est ça aussi qui va faire que le consommateur reste de notre côté et que les consommateurs sont avec nous s'ils voient qu'il y a vraiment une réglementation qui est simple pour eux, à faible coût et qui leur permet de faire la réparation et l'entretien à l'endroit de leur choix, exactement comme ce qu'on préconise. Absolument. Et on sait très bien que ce soit les associations de carrossiers ou les associations qui représentent les manufacturiers automobiles ont des positions qui sont un petit peu différentes de la nôtre, évidemment. Donc, il va falloir négocier à travers tout ça. Et c'est là que le travail de l'AIA va continuer. Donc, Elisabeth, on pense qu'on est arrivé au fil d'arrivée, mais en fait, on est plus arrivé au point de départ, là, un petit peu pour les prochaines étapes. Oui, on l'a mentionné plus tôt. L'adoption du projet de loi en soi, c'est vraiment l'atteinte d'un objectif qui est hyper important. C'est super positif, c'est rassurant. Par contre, il y a encore un gros travail qui doit être fait, comme David vient de l'expliquer, pour la suite, pour qu'il y ait un cadre réglementaire qui permette aux entreprises de pouvoir opérer puis que ça puisse bien fonctionner, tout ça. Il va y avoir de l'ajustement, il va y avoir des consultations encore. Mais c'est vraiment positif, mais ce n'est que le départ de quelque chose de super bien qui s'en vient. Et donc, il faut pas arrêter là. Il faut continuer de conscientiser, de sensibiliser, d'informer les gens alentour de nous. Donc, c'est vraiment, encore, comme tu le dis, c'est un point de départ. C'est quelque chose d'hyper positif, mais il faut continuer, il faut pas lâcher. Absolument. Donc, pour compléter un petit peu le grand tour qu'on a fait, à ce moment qu'on se parle, là, à la fin du mois d'octobre 2023, je comprends bien, David, tes efforts, travailler avec l'AIA, les membres de la Division du Québec et l'AIA Canada au niveau national, ça va continuer. Je comprends que tu vas continuer de travailler avec nous et qu'il y a encore d'autres étapes là en avant. Donc, on peut encore s'attendre à du travail sur les prochains 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il y en a encore quand même là, beaucoup en avant de nous. Oui, parce qu'effectivement, il y a, je dirais qu'il y a comme 3 axes. Bon, il y a la réglementation qui va être discutée, proposée, suite à laquelle on pourra faire des commentaires écrits, aussi des commentaires dans des rencontres avec des gens au gouvernement. Et une fois que la réglementation va être en place, évidemment, il va falloir voir comment tout ça se déroule. Qu'est-ce qui va bien fonctionner, qu'est-ce qui va moins bien fonctionner. Et c'est normal que la première réglementation qui passe dans un nouveau domaine de droit ne soient pas parfaites et doivent être modifiées en cours de route dans les premiers mois ou les premières années.
Donc, il va y avoir un suivi à faire par rapport à ça. Et aussi, c'est sûr que là, on parle du Québec, mais le gouvernement fédéral considère certaines propositions aussi en matière de droit à la réparation pour les biens et dans certains cas, y compris pour les véhicules. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans d'autres provinces et au gouvernement fédéral. Est-ce que ce que le Québec a fait va faire tache d'huile? Est-ce qu'il y a d'autres provinces qui vont être intéressées à parler du droit à la réparation, à le mettre dans des lois? Qu'est-ce qu'on va avoir comme proposition au niveau du gouvernement fédéral pour être capable d'avoir une forme d'uniformité à travers le pays? On sait que le Québec est un cas souvent à part, un peu spécial, mais dans ce cas-ci, c'est sûr que les chaînes d'approvisionnement dans le domaine de l'après-marché automobile sont des chaînes intégrées, que ce soit avec le reste du Canada, des États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant de suivre aussi, avec le Québec comme un peu comme test case, comme cas de base, mais de voir aussi qu'est-ce qui va se développer au cours des prochains mois, prochaines années dans le reste du Canada, puis aussi dans le reste du monde, parce que c'est un enjeu qu'on voit apparaître progressivement un peu partout. Absolument. Et je vais me permettre d'ajouter que l'AIA Canada est engagé activement partout à travers le monde, là, que ce soit avec nos partenaires américains, australiens, les gens de l'Europe, de l'Afrique du Sud, et ainsi de suite, pour s'assurer effectivement là, que c'est un effort global qui continue. Et donc, merci encore une fois, David, pour ton engagement continu avec l'AIA Canada. On espère de bien faire avancer le sujet dans le futur. Élisabeth, évidemment, tu continues dans ton entreprise à travailler à tous les jours dans le domaine du marché secondaire automobile. Tu es engagé comme bénévole aussi avec l'AIA. Je sais que ça prend beaucoup de ton temps, mais on compte sur toi. Tu continues à t'engager pour les prochaines étapes, j'imagine? C'est clair que je vais être présente pour les prochaines étapes. Je vais être présente également là, dans d'autres initiatives. On parlait d'initiatives au plan national. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait certains d'entre nous qui s'impliquent. On doit mettre la main à la pâte, on doit conscientiser les gens. Donc, ça va me faire plaisir de continuer à travailler, à donner de mon temps comme bénévole pour l'industrie du marché secondaire de l'automobile. Écoutez, là-dessus, je vous remercie, David. Je remercie Élisabeth beaucoup pour ces bons mots et cette mise à jour sur la loi 29. Encore une fois, merci beaucoup à nos commanditaires, l'AIA Canada, qui continuent à nous permettre d'offrir du contenu riche là, sur nos webinaires et de supporter nos efforts importants pour la défense de l'industrie. Alors, merci encore une fois et à bientôt.